Alors, rebonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums RC Mag et RC Mag Vintage. Alors, dans le précédente vidéo, hein, c'était la numéro 13 de la série sur l'histoire de la RC. Là, donc, ça va être la 14. J'ai commencé à faire les vidéos sur automodélisme de janvier 84. Et comme d'habitude, hein, on regarde toutes les voitures qui sont présentes dans les pubs, les courses, tout ça, et j'essaie de vous les présenter. Et je voyais que j'étais trop long, alors j'ai préféré couper la vidéo en deux, hein, autrement elle va durer, si j'en fais qu'une, ça va durer 1 heure. Et donc on en était sur les voitures présentes au championnat du monde à Carnoux 1983 avec la victoire de David Leca sur PB. Je vous ai présenté donc les voitures PB, Serpent et SG, et il me restait à vous présenter les américaines. Alors les américaines, alors à ce championnat du monde, d'ailleurs je crois qu'ils ont fait la pole avec, il y avait la Societed RC 500. Alors le modèle que je vous présente, c'est pas le même, hein. Déjà c'est un 4 roues motrices, donc c'est une voiture qui est apparue après, hein, je pense peut-être 2 ans après, je sais pas exactement, je connais pas tout à fait l'histoire de cette voiture. Mais la RC 500 2 roues motrices avait plus ou moins le même look, hein. Il y a des pièces qui sont communes. Par contre, la 4x4, ça a été une adaptation de la version 4.2. Donc on la reconnaissait bien déjà aux pièces blanches, hein, qui sont communes à beaucoup de voitures Associated de l'époque, hein. On trouvait ça sur les voitures 1/10, les RC12, même le RC10 par la suite, et aussi les voitures 1/8 de la marque, hein, comme les RC300. Voilà, donc on retrouvait ce plastique blanc avec des amortisseurs. Alors eux, ça a été il y avait déjà des molettes. Alors, je suis pas sûr que dans la version d'Euromotrice qui était présente à Championnat du Monde, c'est exactement comme ça, mais en tout cas, c'était les mêmes genres de triangles, hein. Vous voyez, qui sont assez différents de la concurrence, mais quand même assez proches de la marque PB. Toujours le système de demi-coquille qu'on a aussi trouvé sur le Buffalo, les PB Alpha, voilà. Le réservoir qui était très long, avec le gros bouchon. Alors, est-ce que c'était exactement le même? Mais enfin, c'était plus ou moins ça, je pense. Il ressemblait beaucoup. Et là, on voit, c'est à la différence. Là, c'est une voiture avec une boîte. Enfin, il n'y a pas une boîte de vitesse. Je sais pas. Non, il n'y a pas la boîte là. Mais par contre, c'est une 4 roues motrices. Alors, bien sûr, celle qui était en 83 Carnous, c'était juste une 2 roues motrices, hein. Mais bon, c'était une RC 500 aussi. On peut voir, il y avait les disques de frein, énormes disques de frein là, en métal, montés là aussi sur le différentiel. Donc je pense que c'était, comme ça gratouille, c'est peut-être un différentiel à billes. Alors ça, j'avoue, je ne suis pas spécialiste du tout de cette voiture. Donc là, elle est équipée d'un Pico qui date de cette époque-là, hein, avec le carbu alu. Voilà, et des amortisseurs. Alors ça, par contre, je pense que ça a été rajouté après, hein. Sur les versions 4x4, on voit un support en carbone avec les amortisseurs qu'on retrouve sur les 1/10 de la marque tout-terrain. Voilà, donc c'était pour vous présenter, tout en vous signalant que c'était pas exactement la même, mais c'était une RC 500 quand même, enduro-motrice qui était présente à ce championnat du monde. On voit ici le pod. Alors, bizarrement, hein, c'est assez marrant parce que l'arrière, bon, ça me paraît quand même étrange, quoi. C'était carrément à l'air libre, comme ça. Alors bon, apparemment, moi je l'ai eu comme ça, hein, c'est une moto que j'ai eu comme ça. Châssis époxy avec d'énormes trous. Et il y avait le pod très très épais par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et l'arrière, là, qui était tout nu. À voir. Alors, soit il me manque quelque chose à ma voiture, je ne sais pas comment c'est. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Societed, hein, une marque qui existe bien sûr toujours, mais qui ne fait plus de voitures 1/8. Et après, on arrive. Alors là, j'ai pas les roues dessus, c'est dommage parce que c'est la Delta. Alors la Delta, alors je pense, pareil, il n'y a pas de photo vraiment de la voiture, mais les Delta qui étaient présentes à Championnat du Monde, c'est pas exactement les mêmes que celles-ci. Elles étaient, je pense, avec des triangles rouges, parce que c'est une marque qui a souvent présenté des voitures en rouge. Alors, une marque qui a été championne du monde, hein, avec Arturo Carbonell, je crois, et qui était... donc là, j'ai pas mis les jantes.
C'est vrai que j'ai oublié, mais je vais pas couper la vidéo pour ça, mais les jantes, elles sont rouges. Voilà. Et donc, c'était plus ou moins une voiture comme ça. Alors, la caractéristique, c'était la Rolls des voitures de piste. Elle était même pas, je pense, distribuée en France, hein. J'en voyais jamais, moi, en course. Et on peut voir, la conception est quand même assez originale. Il n'y a pas de courroie ou de chaîne. Eux, ils ont gardé le principe des voitures, comment dire, type classique. Et c'est la couronne en plastique ici, qui est légèrement conique. Et vous voyez le moteur, là, sur cette vue, on le voit bien, hein, le moteur, il est carrément de travers. Donc ça imposait donc d'avoir une cloche spécifique. Donc c'était quand même assez spécial. On peut voir les triangles qui sont extrêmement courts et avec un système de basculeur. Voilà. Là, on le voit bien, hein, la partie conique. Et les fusées qui sont quand même assez spéciales aussi, hein. Les fusées, regardez la taille des fusées, tout aluminium. Enfin, c'est énorme, quoi. C'était quand même assez spécial. Alors, par contre, je vous avoue que je peux pas vous dire vraiment les différences avec le modèle 83 exact, mais c'était quand même, je pense, sensiblement pareil à celle-ci. Là, on voit la platine qui était extrêmement basse, hein. Ouais, je passais à peine le doigt. Alors, tout était sur le dessus, en fin de compte. Et le train avant, pareil. Alors là, autant à l'arrière, les triangles sont ridiculement courts. À l'arrière, ils sont extrêmement longs et tout en aluminium. Voilà. Et donc là, on pouvait régler le carrossage ici. Vous avez les amortisseurs ici. Là, on reconnaît bien le rouge. C'est ça qui reste en fin de compte. Certes, les petites pièces rouges, ça reste des modèles précédents. Voilà, donc ça, c'était la Rolls des voitures de piste. Et on va la retourner pour regarder en dessous. Ouais, le châssis était extrêmement large, hein, par rapport à la concurrence. Et on voit les triangles, regardez les axes de triangle, comment ils sont rapprochés. C'était hyper long. Et à l'arrière, le pod, hein, avec le moteur donc, qui est de travers. On peut voir aussi, apparemment, que la cloche était guidée par le palier. Ça, faudrait que je démonte un jour pour contrôler. Et bien sûr, les énormes fusées, là, avec, là, on voit ici le système. Il y a un système de réglage ici. Des sortes de mini triangles biellettes. Voilà. Donc ça, c'est une voiture originale. Alors malheureusement, j'ai pas le modèle qui correspond pile poil à l'année, mais ça vous donne quand même une idée. Elles sont restées longtemps comme ça, même quand c'est passé en 4x4, c'est resté plus ou moins sur le même principe de suspension, hein. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Voilà, maintenant on va continuer à feuilleter la revue. On retombe sur une pub sur le Turbocross, hein, la voiture italienne en 4 roues motrices à chaîne, hein. Donc c'est des bras tirés derrière et une sorte de petite triangulation. Je peux vous dire, regardez, ouais, c'était un peu, c'était tout petit les triangles. Et bien sûr, au milieu, il n'y avait rien, hein, c'était de la tôle emboutie. Bon, je vous dis pas la fiabilité sur les chocs de ce type d'engin. Après, on retrouvait une pub avec pour la marque Pico, donc qui a été championne du monde, donc avec David Leca, hein, et championne d'Europe en 1983 aussi. Donc les Pico. Alors là, je vais vous pouvoir présenter. Alors déjà, c'était un peu spécial. Il y avait le Pico Delta, comme on voit ici. Pico Delta, tout à l'heure, il y en avait un qui était monté, qui est conforme à ce modèle-là, qui était monté sur la SG, hein. Donc ça, c'était sur la vidéo précédente. Mais j'en ai un à vous présenter, voilà, qui est ici. Bon, sauf qu'il n'a pas le bon carbu. Là, le carbu qui est sorti juste après. Mais c'est un Pico Delta. Et vous pouvez voir la caractéristique, c'est qu'il avait le support moteur est moulé avec le carter. Voilà. Et donc là, celui-là, c'est un 5 points. Et je crois qu'il y a des 3 points. Voilà. Donc c'était pour adapter sur plusieurs voitures, hein. Et donc, sur les voitures, ils avaient dû se mettre d'accord avec des constructeurs. Il y avait un point de fixation supérieur en plus ici. Donc voilà. Donc ça avait l'avantage d'avoir bien sûr une bonne dissipation thermique, une bonne fixation, hein. 5 points, c'était pour éviter de bouffer, je pense, les pignons. Sauf que si vous foirez une vis dans le carter, hein, voilà, c'est embêtant. Voilà. Alors cette version doit dater de, je pense, 84, hein. Là, on est sur un numéro de janvier, donc il y a encore les carbus alus, mais c'est dans cette période-là que sont apparus les saloperies, on peut appeler ça de carbus plastiques, hein, parce que quand ça a été les premiers à sortir des carbus plastiques, et en fin de compte, les premiers, ça a été un peu une catastrophe. Surtout que les carbus alu de la marque étaient vraiment très bien. Donc et
il y avait même, sur celui-là, regardez, un bouchon en plastique. Et on peut voir au milieu, là, si on regarde bien, ici, on peut voir la fixation. Il y avait un patin en acier qui était fixé dessus. Franchement, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Bon, ça faisait peut-être gagner 1 gramme, je sais pas, mais franchement, c'était nul au niveau étanchéité. Enfin bon, à un moment, Pico, ils ont eu vraiment de drôles d'idées. Donc, ils ont fait des bouchons en plastique. Bon, le carbu plastique, ça, maintenant, ils ont eu un peu raison avant les autres, vu que maintenant, tout le monde est avec des carbus plastiques. C'était surtout pour, je pense, éviter les phénomènes d'évaporation du carburant. Voilà, quand ça arrivait ici, avec les carbus alu, si le moteur était chaud, hein, bah, automatiquement, la carburation, ça marchait pas bien. Mais bon, encore, fallait faire un... Alors, ils ont tâtonné au début, hein, c'est sûr, c'était les premiers, et ils ont un peu galéré. Et à un moment, ils ont même fait des bielles en acier, voilà, sur les picots. Ça, je vous montrerai à l'occasion, j'en ai des picots comme ça. Enfin, il y a eu... C'est un peu comme les voitures, hein, comme les Italiens, ils faisaient beaucoup ça. Ça changeait tous les 4 matins. Voilà. Après, sur cette même pub, voilà, vous avez les versions SE hein, qu'on retrouvait sur beaucoup de tout-terrain. Donc ça, c'était... Là, par contre, il est conforme. Voilà, le SE. Donc c'était échappement latéral. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de pistes, hein, ou même toutes les voitures classiques, la plupart des tout-terrains étaient conçus pour des moteurs comme ça, avec l'échappement sur le côté. Donc là, c'était le moteur classique qui était pas trop cher et qui marchait super bien, et en plus champion d'Europe. Enfin voilà, un palmarès. Il n'y avait pas encore eu de championnat du monde encore en tout-terrain, pour ceux qui font du tout-terrain. Le premier, ça a été 86. Et champion d'Europe 83, je vais peut-être dire une bêtise, donc je vais rien dire. Ouais, si je vais le dire quand même, je me rappelle pas si euh, le père de Nicolas Rodriguez, si c'est 82 ou 83 qu'il a été champion d'Europe sur Yankee, alors c'était peut-être déjà avec un Pico. Ça, j'avoue que de mémoire, je m'en souviens pas trop. Après, là, il présentait des pots. Alors moi, j'en ai pas en bon état à vous présenter, mais voilà, c'est sensiblement le même que ça doit être même le même. Et vous voyez, la caractéristique de ces pots, bon déjà, c'était un cylindre simple, et la sortie, nous, elles sont à l'extrémité. Et à l'époque, les sorties étaient surtout, voilà, il y avait un retour, il y avait un tube, et ça revenait. La sortie était au début, voilà. Et il y avait d'autres pots, hein, si on regarde les formes, ça c'est des pots qui sont sortis un peu après, mais on voyait les formes étaient assez... Alors celui-là, il commence à ressembler à un pot actuel. On voyait, il est beaucoup plus conique, avec une sortie assez longue. Alors à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas encore d'histoire d'homologation. On mettait ce qu'on voulait au niveau échappement. Après, on a championnat de France Formule. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ont déjà vu les précédentes vidéos, à l'époque, il n'y avait pas. Actuellement, il n'y a que des carrosseries proto. On dit juste piste 1 huitième. Mais à l'époque, il y avait GT, donc avec des carrosseries d'ailleurs qui étaient très jolies, hein. On pouvait mettre des Mustangs, enfin voilà ce qu'on voulait, quoi, des Corvettes. Et il y avait les formules qui correspondaient à la Formule 1, donc avec les roues extérieures, et les protos. Voilà, à l'époque, il y avait 3 catégories sur les courses. Et la seule qui a survécu, c'est la catégorie proto. Voilà. Et vous voyez là, par exemple, tout à l'heure je vous montrais une serpent avec les amortisseurs. Vous voyez, ça se faisait déjà, Eric Nougier, hein. Ça correspond donc, vous voyez la voiture que je vous ai présentée tout à l'heure, en fin de compte, elle correspond assez à ce montage-là. Vous voyez la serpent, ouais, bah, c'est exactement ça. Tout à l'heure je vous ai montré une serpent avec les amortisseurs hydrauliques là, le nouveau réservoir. Donc en fin de compte, ça correspond tout à fait à ce montage-là. On avait une page avec les clubs affiliés. Alors c'est marrant hein, parce qu'on peut regarder certains clubs qui existent toujours. Regardez ici le Robo Club 94 hein, de Sucy-en-Brie avec le numéro 006. Donc c'est un des plus anciens clubs de France. Voilà, il y a beaucoup de clubs malheureusement, clubs de mots, tout ça qui ont disparu, hein. Il y avait aussi des clubs, tu vois, des télécoms. Voilà. Donc, on en avait qui étaient. Ah oui, ça c'était le club de Créteil, qui était basé à Boissy-Saint-Léger, qui était Rojas, qui est maintenant membre de la Fédé, et qui était spécialisé en un 12e. La famille Masson à Torcy. Alors, petit clin d'œil
à ceux qui ont connu cette époque. Il y en a beaucoup qui allaient comme pour la même raison que moi, cette course, je ne dirais pas plus. Le TTMC de Neuilly-sur-Marne, alors, les anciens, ils ont vraiment connu ce club qui était très actif. Enfin, voilà, vous aviez ici, je vous mettrai hein, les scans, cette revue, vous pouvez trouver tous les scans sur le forum de RC Mag Vintage. Donc vous pourrez retrouver hein, ceux qui veulent voir si leur club il existait déjà à l'époque. Donc on a toute la liste. Après, on avait les nouveautés. Alors malheureusement, j'en ai une normalement, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. C'est la Rob Colt. Moi, j'utilisais cette radio. Alors sa caractéristique, hein, c'était déjà une des premières radios voitures avec pas mal de réglages. Alors c'était des gros potards, hein, et bien sûr, il n'y avait pas d'écran digitaux ni rien. Et elle pivotait, c'est-à-dire que moi qui étais gaucher, ça veut dire on pouvait tourner l'ensemble il tournait en haut, la tête. Mais comme ça, hein, sans en une seconde, hein, voilà, c'était monté sur un pivot. Voilà, donc on pouvait lui faire adapter l'angle qu'on voulait ou la passer de droitier-gaucher. Donc ça, c'était pas mal. Là, les séries Le Mans qui sont rééditées maintenant de chez Kyosho, notamment avec toutes les séries vintage qu'ils font. Ça, c'était un 4x4. Alors, moi je l'ai pas. Ah, mince, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vous le présenterai une autre fois. C'était un pick-up. Alors, c'était pas trop la mode de ça à l'époque, mais tout aluminium. Alors, ça, c'est la version électrique. Alors, je vous présenterai la version thermique. Moi, j'ai la version thermique qui est sortie après, je pense. Et c'est vraiment hyper original à voir. C'était un peu l'ancêtre du crawler. Ça, je vous présenterai cette voiture à l'occasion. Et on arrive, alors pour ceux qui suivent RC Mag, hein, on l'a présenté cette semaine, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, à l'époque c'était une nouveauté, mais là, il vient, Kyosho ressort la Phantom 4x4. Alors, ne pas confondre avec la Phantom qu'on a vue sur le reportage du championnat du monde à Carnoux. Hein, mais là, c'est la Phantom 4x4. Alors là, j'en ai une. Elle est là. Alors ça, c'est la vraie version, hein, celle qui sort, c'est une réédition. Et ça, c'est la voiture de l'époque qui a tourné encore assez récemment. Donc c'est pour ça qu'elle était équipée, voilà, d'une électronique qui est plus moderne. Hein. Là, on voit le gros variateur Novak, hein, alors qui est énorme, hein, mais qui est beaucoup plus récent que la voiture. C'est pareil pour le moteur. Mais on peut voir la conception. Hein. Si vous regardez sur RCMag, vous avez toutes les photos de la nouvelle version. Donc avec une chaîne de Galles hein, qui va de l'avant à l'arrière. Le support moteur, là, voilà, qui est en plusieurs parties, hein, qui sont assemblées. Le petit amortisseur central. Donc c'est une 1/12e. Les paliers en alu avec, ici c'est en époxy, hein, les bras. Avec les fusées alu, les petits cardans. Voilà, le système de roue libre. Vous voyez, dans ce sens-là, ça débraye, hein, ça n'entraîne pas. Là, il y a l'entraînement. Voilà, donc là, Fantôme, avec le châssis en époxy, le pod ici, et d'ailleurs, je crois qu'il est cassé. Ici, il y a le différentiel à pignon extérieur, et ça, ils ont reproduit. Eh ben, j'espère, comme il est cassé, le mien, j'espère que les pièces qui ressortent de la nouvelle Fantôme seront compatibles. Donc pour ceux qui veulent, bah, c'est vraiment une voiture historique. Hein. Elle valait très cher à l'époque. Hein. Pourtant, elle était simple. Et le problème, c'est que face aux Douro motrices en 1/12e, on se faisait bananer avec cette voiture-là. Ça allait tellement vite. C'est sûr qu'elle était un peu plus lourde. La transmission, bah, automatiquement, ça générait des pertes. Donc en compétition, c'était pas valable. Mais pour faire du loisir, c'était quand même une voiture assez originale et assez sympa. Et on retrouve la carrosserie, hein, c'est celle, je pense, qui est, faudra vérifier, qui est proposée par Kyosho, et je crois qu'elle sera disponible au mois de juillet. Voilà. Allez, on retourne à la revue. Là, je pense qu'on arrive sur la fin. Ouais, regardez, par exemple, les nouveautés SICOM, le pot d'échappement. Donc, vous voyez, c'était vraiment des gamelles, hein, toutes simples. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les échappements actuels. Il y avait des optionneurs qui faisaient ouais, des bielles. Donc ça, on verra plus, ça. Ouais, des pièces pour Columbia. Euh, chargeur de terrain, regardez les chargeurs de l'époque, hein, avec un vumètre, ça c'était le top. Et un minuteur. Voilà. Et là, il y avait tous les magasins. On pouvait voir que des magasins à l'époque, il y en avait à l'appel. Hein. Malheureusement, ils ont tous quasiment tous disparu. Je sais même pas si dans le tas, il y a encore un magasin qui existe encore. Donc à voir.
Et on avait, alors là, j'en ai pas à vous montrer, c'est la radio Monza. Il y a beaucoup de pilotes qui pilotaient à manche encore. Alors là, c'était une radio à manche classique sur laquelle ils avaient rajouté quelques boutons de réglage hein, pour qu'il y ait à peu près l'équivalent des radios à volant de l'époque. Voilà, donc vous voyez, ils les décortiquaient complètement, ils les ouvraient les radios pour les présenter. Voilà, et là, ils montraient toutes les caractéristiques hein, de la radio, ils faisaient des tests. Euh, non, c'était bien fait. Hein. Regardez, il y avait un tableau, ils faisaient des tests de consommation. Ouais, c'était pas juste, j'ouvre la boîte et voilà. Les cerveaux de l'époque, voilà, le RS 700, alors ça c'est un cerveau entre guillemets légendaire, hein, parce qu'il y en a énormément, tout le monde avait ça, quasiment des RS 700. Et on peut voir que c'était du haut de gamme, ça valait cher, mais pourtant c'était des pignons plastiques. Voilà, pignon métal, hein, ça a été, c'est sorti qu'après. Et là, vous voyez, vous avez les annonces, voilà, les 2 heures de Limoges, les courses à mots, voilà, ils commençaient à voir. C'est le premier numéro de la revue, donc automatiquement, ils avaient pas grand-chose à montrer encore au niveau annonce. Il y avait, vous voyez, le club de modiste de Samy Temple. Voilà, ça j'y allais souvent, hein. C'était un club où on faisait beaucoup de courses. Et vous aviez à l'époque le salon, c'est le 5e salon de la maquette du modèle réduit. Hein. Quand même, ouais, 128 000 visiteurs en 83, c'était quand même pas mal. Hein, en expansion, quand on voit ce que c'est devenu après. Ça, c'est sûr, pour la RC, c'était une super vitrine. Hein, et je pense que les années d'après, ça a été beaucoup, beaucoup plus. Hein. Ça serait bien que quelqu'un qui a les chiffres. Mais là, c'était vraiment les débuts. Après, c'est devenu énorme. Voilà. Voilà, donc on pouvait mettre les petites annonces, hein, et à la fin, on finit. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je regarde, ouais, c'était encore, il y avait une grosse pub hein, pour Turbocross, et ça finit par une pub par le Super Bullitt avec son superbe train avant triangulé. Alors ça, la Bullitt que je vous ai déjà présenté, je sais plus dans quel numéro, mais c'était avec Auto RCM, je crois, et je vous avais présenté la Bullitt normale. Mais là, c'est pas la Bullitt normale, c'est la Super Bullitt. Alors là, c'est la Bullitt de la mort. Donc la différence par rapport à la Bullitt que je vous avais présentée, c'était déjà le réservoir. Hein. Là, ils étaient MRC, étaient distributeurs PB. Alors là, ils avaient mis un réservoir PB. Donc ça, c'est sûr, par contre, c'était une amélioration. Ils distribuaient aussi Pico. Alors ils ont mis un moteur Pico. Alors là, par contre, c'était beaucoup pour la petite Bullitt. Et ils avaient fait le train avant du Buffalo. Eux, ils l'ont recoupé pour le réduire en taille et pour le monter sur le châssis d'origine de la Bullitt. Alors j'en ai une. Alors elle n'est pas très propre hein, parce qu'elle a couru. C'est une Bullitt que j'avais fait courir quand on avait fait la Coupe des Bullitt. Et je vais vous la présenter. Alors elle est un peu sale la Bullitt. Elle est dans son jus. Hein. À l'époque, on avait fait donc la Coupe des Bullitt à Sucy-en-Brie. Ah, il y en avait pas mal hein, qui s'étaient inscrits avec ça. Il y avait eu des combats épiques. Et donc, il y avait pas mal de gars, ils s'étaient dit, on les avait préparés un peu, comme on avait vu ça à l'avance, et on s'est dit, il y en a beaucoup qui se sont dit, ben, la super Bullitt, hein, avec le train avant triangulé, les amortisseurs hydrauliques, tout ça, ouais, ça va être le top, quoi. Ouais, sauf que les super Bullitt, elles se sont fait trier, et en fin de compte, c'est des Bullitt de base, hein, ancienne version, en fin de compte, avec le train avant basculant qui avait sorti MRC, mais très rustique, qui avait largement dominé les super Bullitt, qui avaient une tenue de route déplorable. Alors déjà, ils avaient mis un train avant, mais triangulé, donc celui du Buffalo avec le système de rotule, mais ils l'avaient mis très étroit. Voilà, sur le Buffalo, hein, le train était beaucoup plus large, hein, les traverses. Là, ils avaient juste changé les traverses, sauf que bien sûr, avec un train avant étroit, ben, on donne beaucoup de direction. Le train avant, c'est sûr qu'il est beaucoup plus efficace. Alors déjà que la Bullitt, ça faisait toujours des têtes à queue. Là, on tournait sans arrêt en rond. Voilà, et donc, comme d'origine, en plus, il n'y avait pas de chasse, hein. Alors, on pouvait modifier, hein, bien sûr, mais celle-là, elle n'était pas modifiée. Donc, la Bullitt, en plus, eux, ils bridaient pas le châssis. Donc, comme c'était fixé sur la lame centrale, alors pour ceux qui ont vu les vidéos sur la Bullitt, la suspension, c'était à l'avant, c'était plus ou moins la déformation de l'aluminium à l'avant. Hein. Vous voyez, vous avez le châssis, la forme qu'il a. Et donc, l'idée, c'était que cette partie-là, elle joue un peu. Voilà, elle se déforme. Et donc la suspension, c'est juste la déformation.
Donc imaginez le truc. Alors, fallait toujours brider cette partie centrale, hein, c'était pas fait d'origine, pour que la suspension à l'avant elle puisse jouer tout à fait normalement. Alors qu'est-ce qu'on avait celle-là, elle est équipée donc du picot qu'on trouvait. Alors là, c'est pas le bon carbu, hein, mais le moteur, lui, c'est le bon, hein, qu'on trouvait souvent sur les super bulites. Avec, c'était une gamelle à la noix là, qui se fixait directement sur le moteur et qui se barrait directement. C'était nul comme système. Alors on bidouillait souvent et on faisait comme ça, on mettait une gamelle, hein. Donc ça, c'était les pots qu'on trouvait sur les voitures, notamment de piste. Voilà. Et donc là, il y avait c'était des courroies, hein. Vous voyez, vous aviez deux tailles. La poulie, il y a deux étages. Donc en faisant passer. Alors celle-là, non, c'est le même. Mais normalement, il y avait une poulie grande et la poulie qui était juste à côté était plus petite. Et donc en faisant passer la courroie selon si on voulait plus de vitesse ou plus de coupe, ben, il suffisait de changer l'emplacement de la courroie. Là, on voit cette version, c'est un amortisseur hydraulique. Donc je rappelle, les premières versions, c'était juste une déformation d'un plastron, d'un caoutchouc, hein, d'un cylindre bloc. Voilà. Donc la bulite de course. Donc celle-là, c'est une voiture qui a roulé donc bien longtemps après, et avec les fameux robots, hein. Je vous dis, ça avait été quand on l'avait fait rouler la voiture, je l'avais prêtée, hein, c'était pas moi qui avais piloté celle-là. J'en avais monté trois, et celle-là, je l'avais prêtée à un pilote entre guillemets moderne de l'époque qui connaissait pas du tout. Ah, le pauvre, je l'avais complètement déprimé. Il accélérait comme avec son 4x4 habituel. Le pauvre, il avait beaucoup, beaucoup souffert. Voilà, la super Bullitt. De toute façon, la Bullitt, je vous ferai une vidéo spécifique sur cette voiture et je vous présenterai un peu toutes les versions. Ça, j'en ai quelques-unes d'avance qui sont dans leur jus, hein. J'en ai qu'une ou deux qui sont nickel. Là, j'avoue qu'à l'époque, je croyais que les pilotes allaient me la nettoyer et ça n'a pas été le cas. Donc, je les avais récupérés un peu crado et c'est vrai que je j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper depuis. Pourtant, ça fait bien longtemps. Voilà. Donc ça, je vous présenterai tout ça en détail dans un numéro spécial Bullitt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la revue. Et donc régulièrement, je continuerai à faire des vidéos donc spécifiques sur une voiture, ou une radio, ou un moteur, ou une course. Ou alors, je prendrai, pareil, je pense que je continuerai à le faire, je prendrai une revue au pif et j'essaierai de vous présenter, comme j'ai fait là, le matériel que j'ai, hein, bien sûr, selon la disponibilité, qui correspond aux publicités, aux articles courses, aux présentations qu'il y a dans la revue. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur les forums de rcmag.com et de rcmag Vintage. Merci, à bientôt.